Ouais, c'est bien. Daniel, Oui. comment est-ce que on se sent quand on entend comme ça les premières notes d'intéressant l'instrument? On est très ému, très ému. Pourquoi? Parce que je peux pas parler. C'est trop d'émotion. Daniel Biroust est compagnon facteur d'orgue. Depuis plus de 2 ans, il construit au Brésil un instrument pour l'ancienne cathédrale de Rio. C'est la première fois depuis plus de 50 ans qu'un grand orgue est construit dans le pays. Pour relever ce défi, Daniel Biroust s'appuie sur ses 30 années de carrière. Mais ce n'est pas tout. Avec l'expérience, cet aventurier de la musique et des hommes a appris à se laisser guider par sa spiritualité et son intuition. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans la religion chrétienne et donc dans le message évangélique, c'est la notion du dépouillement. Et je crois que l'artiste qui fait œuvre de création éprouve cette question du dépouillement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut être dans la vérité de son acte, de sa création, eh bien on ne doit pas l'encombrer, cette création. Donc, est-ce qu'on est appelé? En tout cas, il y a quelque chose de lancinant qui est là et qui dit ta voix est là. Il faut faire ça et tu ne peux pas faire autre chose. D'ailleurs, moi, jamais je n'accepterai de faire autre chose et dès tout petit, je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Je suis facteur d'orgue, j'ai toujours voulu être facteur d'orgue en réalité, puisque c'est à l'âge de 8 ans que j'ai dit à mes parents que lorsque je serai grand, je serai constructeur d'orgue. Je ne savais pas qu'on disait facteur d'orgue à l'époque. Voilà, donc c'est un métier que j'ai toujours voulu faire et que j'ai eu la chance de pouvoir apprendre dès l'âge de 16 ans. Cette trajectoire d'apprenti se termine donc au moment où l'on fait ce passage, le brevet de compagnon, et permet de confirmer que les techniques de base sont acquises, sont sues, et à ce moment-là, on va pouvoir travailler dans différentes entreprises avec une certaine forme d'autonomie. Peu à peu, on est responsable d'un groupe, on prend en responsabilité une équipe, et puis cette expérience humaine permet d'acquérir finalement la maîtrise de son métier. Et à ce moment-là, on peut passer le cap supplémentaire qui est celui de maître, facteur d'orgue, et le devoir à ce moment-là est de continuer le cycle de la formation et à partir du moment où l'on est soi-même devenu maître, eh bien d'aller former des apprentis qui un jour deviendront eux-mêmes maîtres et continueront cette grande tradition professionnelle. Cette envie de transmettre son métier n'a jamais quitté Daniel Biroust. Au Brésil, il forme à la facture d'orgue de jeunes hommes issus de milieux très modestes. Le chantier a également une vocation sociale. Former des jeunes brésiliens, ça a été le point de départ, en réalité, de notre venue au Brésil, puisque c'est à la demande du cardinal Dom Lucas Moreira Neves, que nous avions rencontré en France, que s'est fait ce projet de formation professionnelle. Le cardinal Dom Lucas était très préoccupé de la quasi-disparition de notre métier dans le Brésil. Donc la préoccupation de Don Lucas était de relancer, de revitaliser, comme il disait, la facture d'orgue au Brésil. Et sa demande a été voulez-vous venir former des artisans brésiliens? Et ma réponse a été oui, mais pour former, il faut travailler, il faut construire un orgue. Bien, alors ici c'est l'atelier d'électronique. On est en train d'équiper les sommiers. C'est le monde de Fabiano qui est là et qui lui a à la fois une formation en électricité, en électronique,
et également en menuiserie, ce qui est extrêmement pratique pour la facture d'orgue, puisque là, on est dans le domaine où ces trois techniques se rencontrent. Voilà, alors Fabian ne connaissait rien à l'orgue jusqu'à se lancer dans l'aventure à nos côtés, et puis peu à peu, il découvre, et il découvre avec beaucoup de talent et beaucoup d'intérêt, puisque même s'il n'est pas musicien, au fur et à mesure, il voit l'orgue grandir et il comprend au fur et à mesure l'ensemble des tâches qu'il est en train d'exécuter. Alors, donc de là, nous allons passer vers l'atelier véritablement de menuiserie. Donc ici, on a un poste de travail qui permet de faire des coupes. Et ici, nous arrivons dans la salle des machines, qui est un espace où sont réunis l'ensemble des équipements, machines-outils, qui nous permettent de construire les orgues. Donc là, c'est le domaine de Marcelo surtout, et puis Paolo également, qui travaille actuellement sur la perceuse. Ici, ce n'était pas du tout évident parce que les locaux ne sont pas prévus pour être un atelier de menuiserie. Nous sommes, qui plus est, au premier étage, dans une pièce annexe à l'église. Et l'aventure a commencé par l'installation de ces machines dans cette pièce, puisqu'on ne pouvait rentrer les machines que par les fenêtres. Et la largeur des fenêtres correspondait à la largeur minimale des machines à 2 cm près. C'est-à-dire qu'en fait, tout est rentré à 2 cm près. Il a fallu faire ça un samedi, demander à la police de bloquer l'avenue qui est une des plus passagères de Rio de Janeiro, la Rua Primeiro de Março. Et à 6 h du matin, on a rentré les machines. Il faisait beau, heureusement, ce jour-là, mais c'était un des jours où j'ai eu les plus peurs dans le démarrage de cette aventure. On est sur des locaux spacieux. Ici, dans la pièce annexe, c'est l'atelier d'assemblage, de montage des pièces. Là, on a un tuyau qui est en cours de séchage après avoir été collé. Donc, nous avons nos établis de travail qui sont là et nous travaillons avec beaucoup de lumière naturelle, un espace qui est calme puisqu'il donne sur les toits intérieurs de l'église, de l'ensemble cathédral. Donc, ce sont des conditions de travail qui sont extrêmement agréables, c'est vrai. D'habitude, on construit l'orgue en atelier, on le monte en atelier, ensuite on le transporte dans l'église et on procède au montage dans l'église. Alors qu'ici, notre salle de montage, c'est véritablement l'église. Et nous passons en permanence, depuis la tribune de l'orgue, soit à la salle des machines pour retoucher la coupe d'une pièce, soit jusqu'à cet atelier d'assemblage où l'on procède au collage et à l'ajustage des pièces. La main a déjà une grande importance dans le nom que nous avons donné à notre entreprise. Nous appelons notre entreprise Manufacture d'orgue. Donc c'est déjà exposé d'entrée de jeu sur le nom de l'entreprise que c'est du travail manuel. Ça, c'est un mot que je trouve extrêmement beau, le mot de manufacture, et de même que le mot de facteur d'orgue. Dans manufacture, c'est vraiment fait à la main. Et facteur, c'est celui qui fait l'orgue. Ce sont des mots qui ont un sens extrêmement fort pour moi. L'orgue de Daniel Biroust est construit en l'église Notre-Dame du Mont-Carmel. L'histoire de cet édifice est intimement liée à celle de Rio de Janeiro. Sur le site, une chapelle est créée dès la fondation de la ville. Le bâtiment actuel est construit à partir de 1761 pour servir d'église aux carmélites. Après l'invasion du Portugal par Napoléon, le roi Don Juan VI décide de faire de Rio la capitale de son empire. Alors le roi arrive, il prend bien évidemment possession
du Petit Palais et l'église, tout à coup, devient Cappella Real, c'est-à-dire chapelle royale. Jean VI fait installer le premier orgue de l'église. Cet instrument correspond à cette partie de l'orgue reconstruite par Daniel et son équipe. Cette église, c'est véritablement celle qui ponctue sa vie, et à la fois parce qu'il aime la musique et parce qu'il n'est pas question de ne pas avoir, bien évidemment, les offices. Donc, dans une tradition religieuse portugaise, catholique, assez fervente, Don Juan VI sera vraiment l'exemple type de celui qui fera de cette église la cathédrale. En 1905, le premier archevêque d'Amérique du Sud est nommé à Rio. C'est le cardinal Arcoverde. Et comme archevêque de Rio, il trouve que sa cathédrale, bien évidemment, n'est pas digne de ce grand pays qu'est le Brésil. Sa puissance est telle qu'il décide de refaire, en quelque sorte, l'église. Il se prépare une crypte où il sera installé à sa mort et où les cendres de Cabral seront ramenées, elles aussi, en 1903. Cabral, qui est le découvert du Brésil, conquérant de ce sous-continent. Alors, les choses pour la cathédrale vont devenir assez impressionnantes. Et pour impressionner, il fait installer un énorme orgue. En 1976, Notre-Dame du Mont-Carmel perd son statut de cathédrale au profit de la célèbre et moderne cathédrale Saint-Sébastien. Il faut attendre le cardinal Neves, homme de culture et de musique, pour faire renaître l'église. S'il est mort trop tôt pour voir son projet aboutir, le chantier de l'orgue continue de faire vivre sa mémoire. Le cardinal Neves, il sait ce que représente historiquement cet endroit. Et au fond, je crois que symboliquement, quand il rencontre Daniel Biroust et quand il parle de la nécessité de sauver les orgues au Brésil, il pense en premier lieu justement à ce lieu qui a été si important pour l'histoire brésilienne. On va redonner son âme à l'Église, on va redonner sa voix à l'ancienne cathédrale. Non. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait faire, c'est intervertir, par contre. Peut-être ça qu'on va être contre. Daniel Biroust n'est pas venu seul au Brésil. Il peut s'appuyer sur Michael Fourcade, son ancien apprenti devenu son associé. Je travaille avec Daniel Biroust depuis 15 ans maintenant. C'est mon maître, c'est lui qui m'a formé et qui m'a appris l'art de la facture d'orgue. Pour maîtriser l'ensemble des compétences qu'on doit maîtriser en tant que facteur d'orgue, il faut, je vais dire, au moins 6-7 ans. On est dans un apprentissage progressif, très humble, et on apprend aussi que le théorique, l'intellectuel et le manuel sont liés. Et il faut lier l'intelligence théorique à une excellence manuelle. Isso é valor zéro. Aujourd'hui, l'élève est lui aussi devenu maître. Et c'est à son tour de transmettre son savoir. Vamos activar com a valor 1. Désactivar com a valor 0. Non. Quand on transmet, on sait qu'il y a une part qui est notre savoir-faire, qui est donnée, et cette part-là, elle nous oblige à être clair avec ce qu'on sait, elle nous montre aussi nos limites, mais elle nous permet aussi d'être dépassés par le savoir qu'on transmet. Et je crois que ça, c'est un point aussi clé, c'est on transmet en se disant que la personne, non seulement va savoir ce qu'on fait, mais en fonction de ses intérêts, de ses dispositions, va peut-être à partir de ce savoir-faire-là, développer d'autres directions. Et là, on est dans un champ qui nous dépasse et qui permet l'évolution. Et l'évolution du savoir à travers la transmission. Donc, je vais appuyer sur la note. Tu vas me dire si on a bien du 12 volts qui sort. Ah bon? C'est bon. Je relâche? 0. 0. Parabéns. Félicitations, ça marche. Tu as fait ta première programmation de cartes.
Le but, c'est que je ne sois plus là et que Fabiano n'ait plus besoin de moi pour gérer l'instrument. Et le construire. Hein? Hein? La particularité de l'orgue de Rio, c'est qu'il y a une assistance électromécanique intégrée à l'instrument. En fait, grâce à ce système, chaque note est convertie en signal numérique, ce qui va actionner chaque électroaimant pour laisser passer l'air dans les tuyaux. Donc on peut le faire jouer pendant une durée conditionnée, déterminée, très très courte, beaucoup plus courte que celle qu'on pourrait faire avec le doigt. Donc on va au-delà des possibilités ergonomiques, des possibilités motrices d'un doigt de musicien. Donc il peut avoir ces assistances qui ne sont pas là pour remplacer son jeu, mais justement pour l'aider à aller plus loin dans l'expression de son idée musicale. L'orgue, c'est à la fois un instrument de musique, mais c'est aussi une machine. Et d'ailleurs, son étymologie, organon, en grec, c'est véritablement la chose organisée, donc la machine. Or, nous sommes à l'époque des machines intelligentes. Il est donc particulièrement stimulant, pour ma part, d'essayer de voir comment cette machine peut continuer d'évoluer aujourd'hui et d'avoir une pleine place dans le monde de la création contemporaine. Daniel et Michael ont voulu tester les nouvelles capacités de leur instrument. Pour cela, ils ont demandé à Pedro Bittencourt, un saxophoniste spécialiste de la musique contemporaine, de venir écouter le nouvel orgue. Là, il n'y a que à peu près 200 tuyaux sur les 3000 qui seront mis. Donc ça permet d'avoir une idée de ce que ça peut donner avec 200 tuyaux, puisque sur tous ces tuyaux qu'on voit là, il n'y en a que 200 qui sonnent. Voilà. C'est exactement comme si tu avais un orchestre. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir, chaque ensemble ici, qu'on pourrait définir chacun constituant un orgue, est régi par un clavier spécifique. Donc dans la console des claviers, on a 4 claviers. Le premier clavier va commander les tuyaux qui sont ici. Voilà. Le deuxième clavier commande la partie centrale. Le troisième clavier commande les tuyaux qui sont là. Le quatrième clavier sont là. Donc déjà, on va pouvoir jouer l'organiste en fonction de l'endroit où il met ses mains. Ça sera comme ça. Voilà, c'est des 4. amphithéâtres. Hein, c'est un amphithéâtre en 4. Une chose qui me donne beaucoup d'envie aussi de connaître mieux l'orgue, c'est de faire de nouvelles choses avec toutes les possibilités qu'ils ouvrent aux compositeurs d'aujourd'hui. C'est vrai que ça va être un orgue, ce qui est très impressionnant pour moi, c'est c'est un orgue qui est capable de jouer le répertoire traditionnel de l'orgue et c'est possible de faire de nouvelles choses, de nouvelles possibilités expressives avec l'instrument. C'est bien, c'est super bien. Comment ça sonne? Ah ouais, c'est C'était pas trop fort vraiment pour bien. le saxo. Parce que j'entends la résonance du saxophone. Oui, on l'entend Mais, plus. et l'orgue, j'entends pas assez en fait. Et ouais. Parce qu'il fait des sons très courts quand même. Oui. Rio de Janeiro, c'est une ville qui manque beaucoup de salles de concert. Je pense qu'il fallait avoir beaucoup plus d'espace pour la musique. Et avec un tel orgue, ça va ouvrir une nouvelle possibilité de programmer des concerts. En France, en Espagne, partout où on a travaillé, c'était toujours des églises en pierre. En pierre. Donc Ouais. c'est la première fois que vous faites un orgue Ouais, dans une église, dans une église en bois. Ouais. Et une grosse différence d'acoustique, je suppose. Oui, hein. oui. Plus rond, C'est- Non, de plus grave plus ou- clair. Plus Plus clair. clair, plus précis. C'est une vraie salle de concert, en fait. Hein. C'est Tout en génial. bois. Alors, Là, je suis en train de préparer de la peinture à l'ocre, qui est une peinture traditionnelle que l'on utilise en facture d'orgue depuis au moins 250 ans et qui a le mérite de laisser respirer les bois tout en les protégeant d'évolutions trop rapides de l'hygrométrie
Et notamment dans un climat comme celui de Rio de Janeiro, qui est à évolution extrêmement rapide en matière d'hygrométrie, on a estimé qu'il valait mieux prendre ce type de précaution. Ça nous relie à une façon traditionnelle de la facture d'orgue. Quand on parle de tradition, il peut y avoir des malentendus. Tradition peut paraître passéiste. En réalité, tradition, ça vient du verbe latin tradere, tirer. Donc une tradition, c'est quelque chose qui vient du passé, mais qui va vers l'avenir. Donc une tradition n'a d'intérêt que si elle est vivante. Sur le chantier, Daniel peut aussi compter sur l'aide attentive de Bertrand Lazerme, son associé de toujours. J'ai rencontré Daniel parce qu'il faisait, au même moment où je poursuivais des études de musique au Conservatoire de Strasbourg, lui-même était apprenti chez le grand facteur d'orgue Alfred Kern. Et nous avons décidé, après avoir terminé nos études respectives, de travailler ensemble à des projets de construction d'orgue et de restauration d'orgue. Nous avons envie chaque fois de nous lancer dans des grandes aventures. Et bon, je crois que c'est ça aussi qui a fait que nous avons commencé à travailler ensemble avec Daniel et que nous avons poursuivi. Et qu'ensuite nous avons rencontré Michael qui est un peu pareil que nous, quoi, qui se lance. Donc on a envie de faire bouger les choses, envie de générosité, envie de donner notre vie à plus que la construction des orgues finalement. Là, je suis en train de couper les tuyaux à ce qu'on appelle couper au ton, c'est-à-dire de couper le tuyau pour qu'il soit sur sa longueur exacte par rapport à la note qu'il doit donner. L'état d'esprit dans lequel on travaille, pour moi, c'est très important parce que je suis convaincu que l'esprit dans lequel on est au travail imprègne la matière. C'est-à-dire que non seulement il faut être attentif, il faut être rigoureux, il faut être ordonné pour avoir un résultat technique qui soit atteint. Mais je suis convaincu que le fait d'être dans une forme d'état d'esprit de générosité, de bien faire, se dire voilà, je contribue, je travaille à la construction d'un orgue, voilà, être dans quelque chose un état d'esprit, une attitude positive, imprègne la matière que l'on travaille. Et c'est très vrai pour moi au moment de l'harmonisation. C'est-à-dire que le fait de prendre chaque tuyau en main, de le tenir, de le travailler, fait qu'il y a à un moment donné un passage de substance immatérielle entre ma conviction, mon idéal, ma foi dans ce que je fais et le tuyau qui en est le réceptacle. Tous ces tuyaux, ces milliers de tuyaux qui vont arriver à jouer et à être en harmonie les uns avec les autres. Et ça, c'est quand même pour moi l'image du rêve humain. C'est que nous soyons tous les uns et les autres unis. Je crois qu'il y a une prière qui dit comme tous ces tuyaux différents capables de chanter ensemble, que nous soyons nous aussi capables les uns les autres d'être ensemble. Donc symboliquement, je trouve que l'orgue est un instrument qui parle beaucoup à un croyant que je suis aussi. Daniel, Bertrand et Michael essaient de faire passer cette passion pour le travail à leurs apprentis brésiliens. Opa! Ai, que linda! E ela falou que sua esposa é muito linda. É bom. Marcelo habite très loin. Il lui faut parfois plus de 2 heures de transport en commun pour rentrer chez lui le soir. Alors s'il reste sur le chantier, c'est qu'il représente pour lui beaucoup plus qu'un simple travail.
Eu até tinha uma profissão que não tinha muito a ver com o órgão, mas eu já gostava da área de marcenaria. Então, dentro do curso que eu tinha feito em marcenaria, eu consegui achar o estágio e me identificar com a parte de organaria. Todo mundo trabalha para poder ter a remuneração, mas também vem o lado da realização, né? Realização pessoal, que é uma coisa também que é necessária, porque a remuneração ela é uma consequência, né, do que a gente faz. Eu acredito que para a gente fazer uma coisa bem, a gente tem que fazer gostando. Me sinto bem, eu gosto de fazer o que eu estou fazendo, né? E isso é uma coisa assim que influi até no dia a dia da gente, porque eu chego em casa com outro humor, que antes com outros trabalhos eu não tinha, chegava às vezes, porque a gente chega estressado, cansado. Então, por ser uma coisa assim que está me fazendo bem, me fazendo me realizar, né? Também está sendo bom, não só para mim, mas quem está à minha volta também, com certeza. Mas o que você acha do trabalho que o papai está fazendo? É melhor do que o outro? Muito melhor. E você vai querer ser organeiro também quando crescer? Vai? Cadê a câmera? L'histoire commune de Daniel, Bertrand et Michael a commencé à des milliers de kilomètres de là. Dans le sud de la France, au cœur du Gers. Daniel et Bertrand ont posé leurs valises dans le village de Plaisance il y a près de 30 ans. Ici, ils ont construit leur premier grand orgue au début des années 80. Aujourd'hui, c'est Michael Fourcade qui vient l'accorder en l'absence de son maître. Alors moi je ne suis pas à Rio à plein temps, contrairement à Daniel et Bertrand. J'effectue tout un tas de tâches qui sont liées au sol français, aux commandes en cours, donc notamment les entretiens, des petits travaux sur des instruments. Alors là, je réalise l'entretien de l'orgue, l'entretien saisonnier, on va dire, puisqu'il y a 3 passages par an au grand changement de température. Il faut réaccorder les jeux à hanches, les jeux qui fonctionnent avec une languette. Il faut aussi revoir des aspects de réglage mécanique. Ça me rappelle des tas de souvenirs, ça, quand j'étais petit. Plaisance, c'est un endroit particulier pour moi, c'est un endroit particulier pour Bertrand et Daniel, pour l'histoire, notre histoire commune. J'y suis né en 79, l'année où Bertrand et Daniel se sont installés pour construire un grand orgue de cathédrale au milieu des champs de maïs. 25 ans plus tard, Michael a mis en application ses principes de transmission. Il a enrichi le travail de son maître pour créer du nouveau à partir de ce qu'il a appris pendant ses années de formation. Il a imaginé un orgue très particulier, un instrument adapté à tout type de handicap. Donc ça, c'est un équipement qu'on appelle l'orgue sensoriel, qui est couplé à l'instrument et qui permet à des publics qui ne peuvent pas utiliser les claviers pour cause de handicap physique ou handicap mental, de pouvoir faire sonner l'instrument. Ce dispositif sera très bientôt installé sur l'orgue de Rio de Janeiro. À la base, c'est mon frère qui est éducateur spécialisé, mon frère Fabrice, qui travaille avec des personnes polyhandicapées, des personnes autistes, qui me dit « mais pourquoi, vu que tu es facteur d'orgue et que tu joues de l'orgue, pourquoi on ne ferait pas des petites séances où
je viendrai avec un groupe, tu leur joues des morceaux et puis on voit ce qui se passe. C'était il y a 10 ans à peu près. Ça marchait très bien. Je me suis dit, il faut arriver à inventer quelque chose qui se passe des claviers pour permettre à ces gens de jouer eux-mêmes l'instrument de musique. Et on offre à la personne un moment où elle est seule face à l'instrument, où elle peut montrer aux autres qu'elle est capable de jouer et qu'elle a une sensibilité musicale. Et on offre à la famille, on offre à l'entourage, aux amis, un moyen de voir la personne dans une situation où elle brille par son véritable talent. Je m'appelle Marc Chiron, je suis organiste et j'ai rencontré Daniel et Bertrand. J'avais à peu près 18 ans, donc ça fait maintenant plus de 20 ans. C'était à Plaisance du Gers. Je crois que c'est vraiment, en fait, on a l'impression que c'est un instrument universel, c'est-à-dire qu'on peut vraiment jouer tous les répertoires et j'allais dire, on est toujours surpris aussi, on est toujours étonné de voir les sonorités qu'on peut tirer de l'instrument. Quelques mois plus tard, Marc Chiron est venu retrouver Daniel et Bertrand à Rio pour donner une série de concerts-événements dans le cadre des JMJ. L'occasion d'assister à quelques moments marquants de cette semaine hors du commun. C'est important pour tous les catholiques du monde, bien entendu, mais c'est très important aussi pour nous, puisque nous faisons un orgue pour accompagner la gloire de Dieu. Et donc, je crois que la venue du pape signifie quelque chose d'important et de joie, de joyeux. A minha passagem por esta cidade do Rio renovasse em todos o amor a Cristo e à Igreja, a alegria de estar unidos a Ele e de pertencer à Igreja e o compromisso de viver e testemunhar a fé. Je viens à Rio sur l'invitation de Daniel Biroust. Et je répète donc pour les deux concerts qui vont avoir lieu dans l'ancienne cathédrale de Rio de Janeiro. Ces deux concerts se font dans le cadre des JMJ et ont deux thèmes précis, donc le Fils et la Vierge Marie. Donc j'ai préparé ces concerts depuis plusieurs mois puisqu'il fallait absolument trouver des pièces qui soient en rapport bien sûr avec ces deux thèmes et qui puissent s'adapter aussi sur l'orgue qui n'est pas tout à fait terminé. Donc il a fallu que j'adapte un petit peu mes pièces au dernier moment.
Pour ces concerts, Marc va jouer avec un jeune contre-ténor brésilien particulièrement talentueux. Il va répéter chez lui dans une favela située sur les hauteurs de Copacabana. C'est Marc. Ah Marc, ça va, Salut. salut. Ça va? Tu as jamais joué ça, non? Écoute, on va voir. O fato de ter encontrado Daniel Bertrand mudou muitas coisas na minha vida. Que eu sempre quis ser músico erudito, mas aqui no Brasil realmente é muito difícil a vida de um músico erudito. Porque cada vez mais as pessoas vão fechando os espaços dedicados à música erudita, às séries de música. Então realmente não há espaço para a gente fazer música aqui. Mas realmente me abriu um universo muito grande. Primeiro, o fato de conhecer mais o instrumento órgão, que é um universo imenso, né? Que eu já tinha cantado algumas vezes com órgão, mas é diferente você conhecer um construtor de instrumentos, né? Mas, sobretudo, a possibilidade que eles têm me ajudado muito na minha carreira, a possibilidade de estudar na França, por exemplo. O meu sonho na verdade, eu já tenho conseguido muito isso, poder viver de música, né? Mas poder, acima de tudo, sempre melhorar a minha técnica, a minha musicalidade, trabalhar tudo para sempre poder melhorar como artista, como pessoa, como personalidade. Entre deux répétitions, Daniel et Bertrand en profitent pour faire découvrir à Marc un peu de leur vie quotidienne. Amigo français qui está conosco. Le but de ce séjour de longue durée à Rio, c'est quand même de s'intégrer dans la population. Si on veut avoir une vraie relation avec nos collaborateurs, il faut vivre à la brésilienne, en tout cas à la carioca. Oui, caramba, c'est maravilloso. Et c'est l'occasion aussi de créer des liens avec des commerçants, de découvrir des fruits ou des légumes qu'on ne connaissait pas, ou des façons de les préparer, voilà, échanger des recettes. Donc une véritable immersion dans la vie quotidienne carioca. Ouais.
Vou levar pra Realengo. Estamos acabando. Bom, mas que estrutura isso aqui dentro, hein? É, está muito cheio agora. E Como é que você passa por aí? Ah, aqui. La construction de l'orgue est l'aboutissement d'un vaste projet de restauration impulsé par le diocèse. Don Roque Costa Souza, évêque auxiliaire de Rio de Janeiro, suit de près ce chantier qui permettra à ses paroissiens de se rassembler en musique. Então começamos a restauração em 2005, né, de todas as partes artísticas, né, do madeiramento, né, todas as batalhas e etc. E nos faltava realmente, para dar todo o toque final a esta igreja, a restauração, reconstrução do órgão aqui na nossa igreja. A música sempre esteve presente, né, em toda a vida da igreja. E cada vez mais, né, esta cultura musical, né, vai assim, penetrando justamente na alma, no espírito, né, e toda a celebração litúrgica, né, se compõe assim, dentro da igreja, né, dentro de toda a celebração, do contexto de celebração, a participação do povo, seja cantando ou simplesmente ouvindo, né, o som da música que vai fazendo essa comunicação, né, da nossa alma com Deus, com o Criador de todas as coisas, que criou a música e que nós assim cantamos e nos expressamos para louvá-lo e bendizê-lo. Sair de lá e escolher um. Ah, sim, verdade. Vai acontecer porque é muito difícil. Só um detalhe, c'est comme 2 minutes. Je crois que la mission de formation professionnelle est effectivement honorée dans le sens que ces gens qui n'avaient aucune connaissance de l'orgue avaient une connaissance vraiment très basique du travail du bois, ont non seulement acquis des compétences, mais je crois qu'ils ont acquis un amour du métier, d'un métier. Et puis peu à peu se sont noués des liens d'amitié qui ont largement dépassé le cadre professionnel. Et ça, c'est un versant auquel je tenais, mais je ne pensais pas que ça irait si vite. São, assim, como os parentes que eu não conhecia. Eu me encontrei em uma nova família. Vejo o Daniel como um pai, vamos dizer assim, como o filho tivesse encontrado um pai, uma pessoa acolhedora, muito amigo, tanto ele quanto o Bertrand. Micael é uma pessoa sensacional, assim. Au fil des mois, Daniel et Bertrand ont tissé des liens forts avec leurs apprentis. Aujourd'hui, ils vont rencontrer la famille de Fabiano pour la première fois. Tudo bom? Como vai? C'est bien, il y a le soleil. Bonsoir, senhor. C'est bien, il y a le soleil. Voilà. Boa tarde. Então, já se sabe, mas sou Daniel, então, beijo. Boa tarde, prazer. Prazer para... Fabrício, esse é meu filho. Já, isso, já nos conhecemos. É um dia. Quem é? O engraçado é que ele entrou para a marcenaria por um acaso, porque ele gosta de fazer curso. Aí a gente foi para procurar para eletricidade, que ele é mais de eletricidade. Sim. A gente tem que claro. aproveitar as oportunidades que aparecem, né? Claro. Aproveitar. Não, sempre. É o que era para durar 6 meses, foi durando quase que 1 ano. Fez 1 ano. Mas no final, um francês doidinho ligou pra lá.
E você não poderia imaginar nessa época que você iria fazer madeira que teria uma conexão com a eletricidade? Não. Porque, juntou, né? O que a tecnologia que usamos, especialmente, é o encontro da madeira e da eletricidade, da eletrônica. Então, já está acabando? Está acabando. Calda de Daniel, vai lá trabalhar com o Joaquim. Être ici, c'est le résultat d'un vieux rêve, parce qu'en fait, ça fait longtemps que Fabienne m'avait invité avec Bertrand. Et chaque fois, on repoussait, parce qu'il y a toujours 1000 choses à faire. Et puis aujourd'hui, c'était l'opportunité. On avait un peu de temps et il fait beau. Voilà, c'est l'occasion de se réunir avec la famille et de mettre des visages sur des noms. Ça passe tout de suite, le contact se fait immédiatement. Comme disait sa maman tout à l'heure, c'est vraiment, on est à la maison, on ne va pas faire des formalités, on s'assoit autour de la table, dans la cuisine, et voilà, et puis on passe un bon moment. Et je trouve ça vraiment très, très agréable. Eu percebi certas mudanças nos meus atos. Antes eu não tinha tanta atenção, assim, agora já presto mais atenção. O Daniel me ensinou muito o valor da atenção no trabalho, vamos dizer assim, atenção na vida também, que o órgão vai além do trabalho. Já prevejo um futuro brilhante na organaria aqui no Brasil, porque existem centenas de órgãos aqui no Brasil e não tem organeiro suficiente para trabalhar. Dito, tchau. Até segunda. Até. Tchau. Tchau. Outra. Aviantou. Muito obrigado. Agora já está. Agora. Tchau. C'est très émouvant parce que c'est la première fois que l'orgue va sonner en concert depuis plus de 200 ans dans cette église. Et c'est un petit public aujourd'hui, mais qui va pouvoir découvrir la relation entre cet instrument, son harmonisation et l'acoustique de l'église. La construction d'un orgue est un long processus et c'est un peu l'occasion de faire le point, en même temps de commencer de livrer cet orgue à son public. Et donc finalement de créer cette relation d'amour mutuel entre l'instrument pour son public et le public pour son instrument. Muito emocionante, né? Cantar com um organista tão bom quanto o Marc e ter a experiência de tocar no primeiro concerto de um órgão como esse é algo incrível. Muito feliz, muito contente. Estou muito orgulhoso
do meu trabalho. Simplesmente, quando eu vim para cá, não tinha noção do que era. Agora estou tendo um pouco de noção e creio que eu quero continuar ainda nesse trabalho e vou continuar assim. Se Deus quiser, ainda vou fazer muitos órgãos pelo mundo. Allez.